Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 20 décembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, Benjamin Blanc, le président de l'Association nationale des directeurs des services de piste, répondra à mes questions. Cécile Bouger de Francesco sera sur le plateau pour sa rubrique initiative et on parlera yoga, notamment yoga en entreprise, avec Roland Granotier en fin de première partie. Mais avant toutes ces réjouissances, Fanette pour Salut Sam. Salut Fanette. Bonjour. Pour le titre du journal, on va parler une nouvelle fois de la pollution en vallée de l'Arve. Question, y aura-t-il un jour moins de pollution dans cette vallée ? En tout cas, SGL Carbone s'y emploie. SGL Carbone, c'est cette fameuse entreprise qui est très souvent montrée du doigt. C'est celle qu'on voit vraiment en fond de vallée à Passy. Elle était responsable de 8% des émissions de particules fines avant tous les travaux qui ont été réalisés. Pour rappel, l'industrie, c'est 13% des émissions totales. Et donc, il y a eu des très lourds investissements réalisés au cours de ces dernières années. C'est rare qu'ils ouvrent leurs portes. Donc, du coup, j'ai été ce matin. Ils veulent le faire savoir, justement, tous ces efforts-là. Et puis c'est bientôt Noël, 4-5 jours, on ne sait voilà, pas, il y a eu débat à la rédaction. C'est pas si faut dire J-4 ou J-5. L'occasion d'aller faire un tour à l'abbaye de Tamier. Voilà, l'abbaye de Tamier, et où il y a les frères de la communauté Notre-Dame. Jean-Paul Crespi les a rencontrés. Ils se préparent, c'est une fête chrétienne très importante pour eux. Ils se préparent à accueillir en plus des retraitants. Des gens qui vont aller prendre leur retraite dans l'abbaye pendant les fêtes. Donc du coup, voilà, un moment très important, très fort pour la communauté. On enchaîne avec la revue de presse. Les relations se tendent entre la France et la Suisse, on en avait déjà parlé. Oui, tu en avais parlé dans ta revue de presse. Donc là, c'est le pendant suisse avec cet édito au vitriol de Pierre Rouetsky. Je ne sais pas comment se prononce son nom de famille, donc c'est à lire sur le site internet de la Tribune de Genève. Donc ça commence d'emblée. On avait un peu perdu l'habitude de ces élus et autres stars français qui, pris d'aigreur soudaine, balancent leur chapelet d'injures à la face de la Suisse. Il parle ensuite de Richard Ferrand, l'homme qui est le typique briscard du fils français, se faufilant de la gauche à la droite, du privé au public, au fil des opportunités. Le président de National, donc, qui, pour rappel, avait taclé le système de votation suisse. Et il revient surtout, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, sur le cœur du sujet, le fameux RIC, le référendum d'initiative populaire qui est réclamé par les Gilets jaunes. En France, il semble voué à l'échec. La démocratie directe ne peut constituer le palliatif d'un système qui dysfonctionne. Il manque surtout à la France les bases mêmes qui fondent la démocratie directe suisse, certes très imparfaite, la cohésion, le compromis, la collégialité et le fédéralisme. Beaucoup de mots en comme coopération. Or, la France est un pays de confrontation. Et il termine en disant qu'il faudra beaucoup de patience pour que la France s'initie à la super-démocratie. Donc voilà, ça a le mérite d'être clair. Là, j'ai résumé, mais c'est évidemment argumenté, etc. Et c'est très intéressant. On verra si la France répond. On verra si la France répond. Et puis enfin, une bonne nouvelle pour la Compagnie du Mont-Blanc. Voilà, petit clin d'œil après de longs mois de travaux, beaucoup de stress et d'importants problèmes. Ça se passait au niveau du câble tracteur sur le deuxième tronçon, donc celui qui relie le plan de l'Aiguille à l'Aiguille du Midi. C'est ce qui fait toute la notoriété et tout le sens de ce téléphérique. Et le deuxième tronçon, il va rouvrir ses portes ce week-end. Début de vacances scolaires, c'est un peu une obligation pour la Compagnie du Mont-Blanc. Donc ils ont vraiment donné un gros coup de boost parce qu'en termes de sécurité, voilà, il y a eu beaucoup de tests, etc. Il était fermé, pour rappel, depuis fin août, donc un soulagement. Ça devrait se bousculer au portillon, comme on dit. Ça devrait se bousculer. Alors, pour rappel, j'ai revérifié les tarifs, 63 € aller-retour. Voilà. Ça permet une sélection. Petite sélection, ça peut faire aussi un beau cadeau de Noël. Effectivement. Et puis on va parler de Courchevel, puisque les géantistes féminines sont attendues demain. Oui, et parmi elles, on aura peut-être le plaisir de voir sur les skis Tessa Worley, la Bernardine, un numéro 1 française qui s'était blessée il y a environ une quinzaine de jours après une chute. Elle décidera donc vendredi matin si elle participe ou non à ce géant. La première manche est prévue à 10h30, c'est-à-dire sur le site de l'équipe. Les derniers entraînements sont plutôt rassurants pour celle qu'on appelle la puce, mais la double championne du monde de la discipline ne veut prendre aucun risque pour le reste de la saison. On rappelle qu'au mois de février, elle est championne du monde du côté d'Heureux. Donc espérons que la piste savoyarde lui apportera plus de bonheur, puisqu'on rappelle, puisque Tessa Worley s'était gravement blessée sur cette même piste à Courchevel en décembre 2013. Et on termine avec un tout petit peu de musique. Oui, les amateurs de musique ont de quoi se réjouir, puisque le Montjoux Festival vient d'annoncer ses 2 premières têtes d'affiche pour l'édition 2019, une édition qui aura lieu du 11 au 13 juillet prochain.
Alors, parmi ces deux noms, Jeanne Hadid et Oshi. Oshi, c'est une des révélations de la scène musicale française, qui seront donc présents sur la scène de Thonon-les-Bains. Jeanne Hadid le 11 et Oshi est prévu le 12. On attend les autres noms avec beaucoup d'impatience, surtout les festivaliers. Merci Fanette. À tout à l'heure. Allez, j'accueille mon premier invité pour la rubrique Actu. Benjamin Blanc, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Merci. Alors, vous êtes le président de l'ADSP pour Association nationale des directeurs des services des pistes. Oui, vice-président. J'ai été président pendant un peu plus de 8 ans et là, j'ai laissé la place à Bernard-Pascal Mousselard. Bonne petite rectification. Alors, on va faire le point sur cette profession, alors que la saison a ou est sur le point de débuter. Un directeur des services des pistes, qu'est-ce que c'est tout simplement? Alors, c'est une personne qui est déjà agréée par le maire. Donc, c'est une émanation du maire de support de la station de sport d'hiver. Il a en charge la sécurité des biens et des personnes sur le domaine skiable. Donc, il comprend les pistes et le hors-piste gravitaire sur la commune. Il est nommé par qui? Par le maire. Par le maire directement. Alors, il lui donne un agrément. Il lui donne un agrément par un arrêté municipal classique. Mais après, il peut dépendre ou d'une régie directe ou indirecte de la commune, ou alors de la société de remontée mécanique qui exploite le domaine skiable dans son ensemble. Ce sont des missions qui sont renouvelables? Alors, ça dépend des statuts. Il y a un petit peu de tout dans la nature. Moi, par exemple, mon statut, oui, c'est des contrats de 3 ans renouvelables. Mais la plupart du temps, ce sont des contrats classiques de droit privé ou public. Vous exercez du côté de Val Thorens? Val Thorens, Les Ménuires et Saint-Martin-de-Belleville. Alors, vous l'avez un petit peu expliqué, les principales missions. C'est un poste véritablement névralgique, puisque vous êtes en lien avec tous les acteurs de la station. Oui, alors on est garant du produit neige, donc c'est souvent la neige de culture, le damage, ainsi que la sécurité qui est la partie visible de l'iceberg de notre métier, où on met en place la sécurité des pistes, mais également le déclenchement d'avalanches. Mais ce métier-là ne se concentre pas uniquement à la mission de sécurité. Il y a aussi la fabrication de neige de culture qui est extrêmement important, et surtout ces dernières années. Et puis le travail de la neige avec les engins de damage sur les pistes de ski. Alors justement, pour en venir au volet de la sécurité, c'est une partie très importante. Qu'est-ce qui est mis en place justement par rapport à la sécurité? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors c'est notre cœur de métier. On met la sécurité au centre de nos préoccupations tous les jours. C'est vraiment le cœur de notre job. La sécurité, ça passe bien évidemment par le damage, par aussi le jalonnage des pistes, mais aussi la mise en place de filets. Des PIDA, bien sûr, pour protéger les pistes sur le risque d'avalanche. Et puis après, il y a la prévention, qui est un volet aussi important de notre métier. Notamment par rapport au hors-piste? Par rapport au hors-piste, mais aussi aux comportements dangereux, à respecter, et mettre un peu de civisme sur les pistes de ski. Justement, on sait, chaque saison, il y a énormément d'accidents qui sont liés à la pratique du hors-piste, entre autres. Comment est-ce que vous essayez d'endiguer cette tendance? Alors, les chiffres sont assez clairs. On n'a pas de surcroît d'accidents, plus particulièrement sur le hors-piste. En fait, en tout cas, c'est assez médiatique forcément, parce que ça touche les gens. Donc, on essaye de faire toujours de la prévention avec essayer de mettre le niveau de risque d'avalanche le plus souvent possible visible sur les lieux connus de hors-piste. Et puis après, c'est la présence physique. La présence du pisteur secouriste, qui est un métier assez respecté dans les domaines skiables, et qui ont un devoir de passer ces messages de prévention, et notamment sur le risque d'avalanche. Donc les gens qui pratiquent le hors-piste viennent souvent au contact des pisteurs secouristes pour demander conseil. Le métier, j'imagine qu'il a évolué ces dernières années? Oui, il évolue énormément, alors, notamment avec les nouvelles technologies, parce qu'on a de plus en plus de logiciels qui nous aident à faire nos boulots au quotidien. Et puis également, les gens, tout simplement, ont aussi changé. Il y a quelques années, on avait plutôt affaire à des montagnards. Là, on a plutôt affaire à des citadins qui viennent en montagne. C'est votre cas, ou vous faites plutôt partie de la catégorie des montagnards? Plus des montagnards. Plus des montagnards. Comment est-ce qu'on devient directeur du service des pistes? Par chance. Non, plus sérieusement. La formation type, c'est quoi? La formation type, c'est le pisteur secouriste avec les 3 degrés qui encadrent notre métier. Mais on a d'autres professions qui viennent compléter le métier de directeur de piste. On a les guides de haute montagne, on a les moniteurs de ski, tout ce qui a trait à la montagne. Et puis ensuite, il y a de plus en plus, vous avez dit tout à l'heure que le métier évolue. Oui, il évolue notamment en termes administratifs et juridiques. Donc on a d'autres personnes qui viennent de plusieurs horizons, juridiques et administratifs, comme je viens de le préciser. Alors après l'hiver dernier qui a été particulièrement généreux en chute de neige,
Vous attendez à quelle saison là, pour ces 4-5 mois de glisse? Alors, comme dirait mon grand-père, je vous le dirai au printemps, pour ne pas me tromper. En tout cas, l'hiver dernier, ça a remis un peu l'église au centre du village quand même. Forcément. Parce qu'on avait des conditions qu'on n'avait pas connues depuis très longtemps. Et du coup, on est redevenu à des pratiques qu'on avait peut-être un peu oubliées ces dernières années. Mais cette année, ça a l'air de bien partir. Donc, j'espère qu'on va faire une saison avec autant de neige, peut-être avec un petit peu plus de soleil, j'espère. Vous faisiez écho aux saisons qui ont été compliquées, aux hivers sans neige qu'on a pu connaître. Oui. Justement, quand on est directeur des services des pistes, ça va être particulièrement frustrant. Et puis même, comment est-ce qu'on gère des hivers sans neige comme on a pu connaître? Alors, c'est Enfin, beaucoup de extrêmement neige. compliqué. Alors, ça dépend les stations. Vous avez des stations de basse altitude ou de moyenne altitude. Forcément, c'est encore plus compliqué. Pour ceux qui ont la chance de gérer des domaines un peu plus en altitude, c'est un peu plus facile. En tout cas, si on doit mettre un fil conducteur dans la gestion de ces saisons sans neige, c'est produire la neigeculture au bon moment, utiliser la neige que le ciel nous donne du mieux possible. Donc oui, c'est être vertueux, sans prétention. Merci beaucoup, Benjamin Merci à Blanc. vous. Bon courage du coup pour cette longue saison Merci. qui débute. À bientôt. Je vous invite à rejoindre la régie. Allez, on enchaîne avec notre rubrique initiative et je reçois Cécile Bouget de Francesco, notre spécialiste initiative, journaliste, présidente du Club de la presse des Pays de Savoie. Salut Cécile. Alors ce soir, tu as souhaité mettre en avant, on va commencer avec cette initiative qui s'appelle tout simplement Les Habitants. Ouais, Les Habitants. En fait, c'est un collectif au tout début, septembre 2017. Ils se sont structurés et aujourd'hui, c'est une association, donc d'Annecy. Alors, ils se sont structurés en association, mais ils sont encore en train de tout examiner, comment ça marche et tout. Une trentaine de membres actifs. Ils ont, depuis septembre 2017, organisé des rendez-vous mensuels. Ça s'appelait les apéros citoyens d'Annecy. Ils ont réussi à drainer plus de 400 personnes, de tous âges, de toutes CSP. Et puis, donc, ils sont passés à l'association. L'idée, c'est quoi? C'est de donner envie et les moyens de participer d'agir sur et de décider de la vie politique locale. Ils veulent que les habitants, les citoyens se réapproprient la politique locale. On est clairement dans la démocratie participative. On est clairement là-dedans. Tout ça, c'est venu d'une rencontre et de quelques personnes qui sont allées à un festival qui s'appelle Curieuse Démocratie, organisé depuis 2015 dans la Drôme à Saillant. Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est de voir comment le citoyen peut prendre part à l'organisation du territoire. Alors, ils crient haut et fort qu'ils sont apolitiques, affiliés à aucun mouvement, quel qu'il soit. Et pour preuve, en fait, ils s'attachent à la méthode. Par exemple, en ce moment, on nous parle beaucoup du projet de la liaison ouest du lac d'Annecy. Eh bien, eux, ils ont organisé des ateliers là-dessus, mais pas sur est-ce qu'on est pour ou contre. C'est est-ce qu'il y a vraiment une concertation et comment ça fonctionne. Donc, ils ne sont pas là pour se positionner sur les décisions, ils sont là pour inviter les gens à réfléchir et à prendre ce réflexe de réfléchir et de s'impliquer dans la vie du territoire. On a clairement le sentiment que ce genre d'initiative a le vent en poupe là, en ces derniers instants, ces derniers mois. Oui, clairement. Et puis alors, eux, ils sont vraiment, je pense que les personnes qui sont à la tête de ça, ils sont vraiment très, très motivés, très impliqués. Et du coup, l'actualité va dans leur sens. Forcément. Parce que par exemple, ils ont comme projet de faire 2 grands rendez-vous ouverts à tous en début d'année prochaine. Un autour, je repense à ce que vient de dire Fanette, autour de ce fameux référendum d'initiative citoyenne, je crois, le RIC. Le RIC. Donc une grande soirée débat autour de ça, avec des invités qui viendront de Suisse pour nous parler de comment eux ils font. Et puis il y a aussi dans les cartons une projection du documentaire de Cyril Dion, Après-demain. Donc on est en plein sur ça. Voilà, je participe, j'agis, je décide. Voilà pour les habitants. On enchaîne avec le ticket suspendu, le ticket suspendu d'une opération. Alors c'est un peu le même principe que le café, il y a eu la soupe suspendue. Ouais. La baguette suspendue, c'est un peu le même principe, mais du coup c'est le cinéma. Alors là, oui, et puis l'idée c'est quoi? C'est que vous allez au cinéma, vous achetez votre place. Alors à la Turbine, c'est 4,50 ou 6,50. Et vous achetez une deuxième place que vous laissez à la caisse. Et puis les personnes qui n'ont pas les moyens d'eux, eh bien ils viennent et récupèrent cette place qu'ils leur est offerte.
Donc la personne que j'ai eue au téléphone me disait que il y a à peu près 2 ou 3 personnes par mois, donc Ça reste encore... ça reste, oui. Et puis ça a été mis en place à la fin au tout début de l'été 2018, donc c'est assez récent. Et puis de toute façon, ce que me disait François Boniface, c'est que les gens qui ont besoin qui pourraient avoir besoin d'un ticket de cinéma ont du mal à demander. Donc il faut encore qu'on leur donne un petit peu confiance, faire le pas, etc. Mais du coup, voilà. Et en plus, l'idée, c'est aussi de dire que le cinéma, c'est pas un luxe. La culture, c'est pas un luxe. Donc, il suffit de rentrer dans ce cinéma La Turbine. Et puis, il y a un petit tableau où ils inscrivent le nombre de tickets suspendus disponibles. Et voilà, et ça se passe bien comme ça. Et ça s'inspire effectivement d'autres initiatives autour de ce côté suspendu. Alors, moi, je ne connaissais pas le coup de la soupe, mais il y a les cafés suspendus, il y a les croissants suspendus. Et puis, il y a cette association d'Annecy que j'ai relevée qui s'appelle Les Suspendus d'Annecy, qui, elle, œuvre depuis cet automne avec 3 partenaires, 2 brasseries, un fast-food, où on peut aller, en tout cas ceux qui ont besoin, peuvent aller chercher une boisson chaude, une boisson froide, quelque chose à manger, et c'est mis de côté par les patrons. En tout cas, c'est le genre d'initiative qu'on peut forcément encourager. Tu l'as dit tout à l'heure, pour l'instant, ça s'applique, ça marche au niveau de la Turbine, du cinéma de la Turbine à Crangevrier. Est-ce qu'on peut imaginer que ça s'applique à d'autres cinémas du bassin annécien ou est-ce qu'on est dans une pure utopie? Eh bien, parce que c'est pas forcément le même tarif. Non, c'est pas forcément le même tarif, c'est pas forcément le même statut, la même organisation. Ça se passe ailleurs en France, hein. C'est pas le seul cinéma qui fait ça. Mais bien sûr, je suppose que la Turbine et son équipe seraient ravis si d'autres cinémas prenaient le pas. On termine avec de la cuisine. Oui. Et le club agro des Deux-Savoies qui sort un livre de recettes, un livre Oui. que tu as amené en plateau. Que j'ai amené, et puis je crois qu'il y a des photos qui vont circuler aussi, voilà. Donc je me suis dit, on est le 20 décembre. Idée Alors recette. voilà, idée cadeau, pourquoi pas. Et puis je me souviens d'une émission où il paraît que c'est Manu qui ne savait pas cuisiner, donc voilà, ça c'est pour lui, pour s'y coller. D'ailleurs Manu. Hein. Voilà, clin d'œil spécial Noël. Oui, c'est le club agro des Savoies qui propose ce livre. Donc il est un peu particulier parce que d'une part, les photos qu'on voit là, en fait, ce sont les responsables des entreprises membres de ce club. Déjà, le club agro des Savoies. Il regroupe une trentaine d'entreprises de l'agroalimentaire. Dans l'eau, on a les pâtes Alpina, on a le chocolat C'est Moi, la brasserie des Cimes. Et donc, ils se sont réunis avec l'appui de la CCI de Savoie parce que la personne qui gère un petit peu les choses me disait on s'est rendu compte qu'on était en lien avec des gens partout autour de nous, aux 4 coins du monde, mais qu'on ne se connaissait pas entre voisins. Donc c'est parti de ça. Et donc il y a ce club qui essaie de se rencontrer le plus possible, de faire un partage d'expériences, de pourquoi pas travailler ensemble. Et du coup, pour se faire connaître un petit peu, pour valoriser les entreprises, eh bien, alors ils nous sortent ce petit livre de recettes avec des recettes faciles à partir des produits de Savoie, des choses toutes simples. Et puis à côté, les photos qu'on a, ce sont les dirigeants des entreprises qui ont accepté de jouer le jeu. Donc là, en l'occurrence, c'est la directrice de la brasserie des Cimes. On a sur la couverture, ce monsieur. On a un meunier qui est pris en photo dans une situation qui peut être bien liée à son métier. Bref, moi j'ai trouvé cette initiative assez sympathique qui décloisonne un petit peu les choses. Et puis pourquoi pas faire un petit cadeau pour Noël. Est-ce que tu as noté 2-3 recettes là alors moi, je suis comme Manu. C'est pour ça que je me moque de lui parce que je pense que je suis même pire que lui. Donc, non, j'ai vu un truc qui me plaît bien, c'est un tiramisu à la bière. Alors, il faut que je le retrouve où, mais oui. Alors en plus, ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc ça a l'air d'être joli quand même. Donc on peut commander le livre sur la page Facebook du Club Agro et puis il coûte 20 €, je crois. Voilà. Et tous les autres initiatives dont j'ai parlé, il y a au moins une page Facebook ou un site internet. Avant d'accueillir notre dernière invitée, l'actualité là, pour le Club de la Presse en cette fin d'année? En cette fin d'année, on est à fond sur notre annuaire, notre sacre-saint annuaire. Donc on est en train de compter nos adhérents. Et puis on est en train de travailler sur plusieurs projets, une grande soirée fin du mois de janvier pour remettre cet annuaire et puis essayer de faire une soirée débat. Et puis le 3 mai, soirée de la liberté d'expression où forcément on va sévir.
Merci beaucoup Cécile. Merci Passe à de toi. bonnes fêtes, on te retrouve l'année prochaine. Merci, avec Allez, plaisir. avant d'accueillir mon dernier invité, je vous propose de regarder une petite vidéo, une interview du directeur du club du Crédit Mutuel. Plan stratégique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Un plan stratégique pour 5 ans, 2019-2023. Un plan stratégique qui est orienté autour de 3 idées clés qui sont d'abord la relation, ensuite l'engagement et l'innovation. La relation, parce que nous sommes dans un monde qui est digital. Évidemment, nous sommes également la banque technologique. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie des travaux qu'on a menés depuis longtemps, mais cette technologie n'a de sens que si elle est pour l'humain. Et donc le fait de considérer que nous voulons d'abord être la banque relationnelle de référence, vraiment de référence pour nos clients est un point clé. Nous continuons à être dans cette stratégie d'innovation en proposant à nos sociétaires et clients une vraie stratégie multiservice. Nous sommes depuis longtemps banquiers et assureurs. Nous revendiquons même la création du terme banque-assurance. Aujourd'hui, nos caisses de crédit mutuel, nos agences du CIC sont de plus en plus de vrais centres de services de proximité. La fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc est une fédération jeune par son âge, 30 ans, jeune par ses effectifs, mais extrêmement dynamique. Et le fait pour le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc d'avoir fait le choix de rejoindre une alliance de fédérations lui donne tous les moyens pour progresser. Je suis convaincu que cette fédération arrivera à franchir le cap de 10% de part de marché, ce qui veut dire qu'on pèse vraiment sur le territoire. Allez, on termine cette première partie consacrée à nos invités avec de la zénitude. Voilà. Roland Granotier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fondé en 2015 Inspire & Co, après un parcours professionnel bien rempli. Tout à fait. Donc, j'ai travaillé pendant 18 ans dans une entreprise privée, beaucoup à des postes de management et de relations clients. Et puis, j'ai connu, un petit peu comme beaucoup de monde aujourd'hui, le stress dans l'entreprise, avec beaucoup de mutations dans notre métier. Et en 2015, effectivement, j'ai choisi de créer une structure qui s'appelle Inspire & Co pour accompagner des entreprises à améliorer la qualité de vie au travail et puis également pour accompagner des particuliers dans des périodes de transition. Vous aviez besoin de couper avec ce mode de vie métro, boulot, dodo? Oui, c'était surtout une recherche de plus de sens dans mon métier. Voilà, quelle que soit l'activité professionnelle, de toute façon, on a besoin de s'engager pleinement. Mais je crois que c'était surtout le sens qui me manquait dans mon ancienne mission. Alors, Inspire & Co, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, c'est un cabinet donc, que j'ai créé et on va accompagner des entreprises de façon très concrète, par exemple, sur des ateliers de gestion du stress. Donc, par on pourrait nous servir ici à Butte-Mont-Blanc. Tout à fait. Avec des outils comme la cohérence cardiaque, avec des pratiques de yoga aussi. Je suis également professeur de yoga. Donc, j'ai adapté des pratiques de yoga pour pouvoir les pratiquer en entreprise, par exemple sur une chaise. Et puis l'autre dimension, c'est d'accompagner plutôt des individuels, des personnes en dehors de leur contexte d'entreprise, qui seraient dans des phases de réflexion, de mal-être, de burn-out, pour les aider à faire cette phase de transition vers une situation qui leur convient mieux. Pourquoi justement avoir choisi ce domaine très précis du monde de l'entreprise? Alors c'est un milieu dans lequel moi je me sens bien, dans lequel il y a beaucoup de besoins. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de mal-être dans l'entreprise. On en parlait avec votre invité précédent, avec ce stress qui monte. Aujourd'hui, le stress, c'est la première cause d'arrêt maladie en France. C'est 60% des arrêts maladie. C'est des pertes aussi économiques qui sont très, très importantes, qui se chiffrent en milliards. Donc voilà, c'est un milieu dans lequel moi je me sens bien et où j'avais envie d'amener des pratiques un petit peu novatrices et différentes. Votre démarche dépasse le simple cadre du yoga puisque vous proposez également du coaching? Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai gardé mon expérience précédente de manager. J'ai profité de ma reconversion pour me former à différentes pratiques, donc entre autres le coaching, le yoga, la cohérence cardiaque. Et aujourd'hui, Inspire & Co, c'est l'amalgame de toutes ces pratiques au service de l'humain dans l'entreprise. Quelles sont les différences entre l'enseignement du yoga à des particuliers et à des salariés? Alors, pour des salariés, on va être sur une approche du yoga très, très pragmatique. On va enlever un petit peu le côté ésotérique ou très spirituel du yoga. Et on va vraiment l'adapter aux besoins. Donc, le premier besoin, c'est répondre aux besoins de gestion du stress, ce qu'on appelle les RPS, les risques psychosociaux en entreprise. Et puis également sur nos postures de travail. Beaucoup de gens aujourd'hui travaillent en posture assise avec des gros troubles sur la santé, ce qu'on appelle les TMS dans les entreprises, les troubles musculo-squelettiques.
Quelle est selon vous l'importance du bien-être dans l'entreprise, dans le travail? Alors aujourd'hui, pour moi, je ne vois pas comment une entreprise peut être performance si elle n'a pas une vision un petit peu long terme et durable de sa performance. Donc pour moi, le bien-être, c'est vraiment une brique fondatrice de la performance des entreprises. Toujours dans cette optique, vous organisez un stage du 12 au 14 janvier, un stage qui s'intitule « Changer de job avant qu'il ne soit trop tard ». Voilà, un titre sans tout à équivoque. Ouais. Donc je crois qu'on a tous eu cette pensée à un moment ou à un autre de notre parcours professionnel de changer de job. Alors parfois c'est une pensée passagère et puis parfois elle s'inscrit dans notre tête et ça peut devenir presque une obsession. Et l'idée de ce stage, c'est d'offrir un espace-temps sur 3 jours à un petit groupe de personnes pour qu'ils puissent réfléchir sereinement à une éventuelle reconversion ou en tout cas une transition. À qui s'adresse ce stage? Alors essentiellement à des personnes qui seraient en emploi dans une entreprise et qui se poseraient des questions, soit de changer de mission, soit de changer d'entreprise ou de partir dans un projet de reconversion, ou des personnes qui seraient déjà avec une idée de reconversion et qui voudraient poser les premières étapes. Est-ce qu'il reste de la place ou tout est complet déjà? Il reste encore un petit peu de place. Donc on essaie d'avoir des groupes qui sont vraiment à taille humaine pour pouvoir privilégier l'échange. Mais voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet. Qui s'appelle Comment est-ce qu'il va Inspire&Co. se passer ce stage de 3 jours Alors le cheminement, la première étape, c'est de faire un diagnostic très précis de la situation des personnes, de leur situation professionnelle, de leur domaine de satisfaction, de peut-être les frustrations ou ce qui manque aujourd'hui dans leur mission. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on va essayer de se projeter dans l'avenir et de voir ce qui pourrait avoir du sens pour ces personnes. Donc, on utilise des outils autour des valeurs personnelles, donc on va repartir des valeurs personnelles de la personne, de ses talents. Et on utilise également un outil qui s'appelle l'ikigai, qui est un outil japonais. Ikigai en japonais, ça veut dire la raison d'être. Voilà, c'est à la fois la raison d'être et la joie de vivre. Donc, est-ce qu'il peut nous donner cette joie de vivre dans notre travail? Et la dernière étape, ça va être de poser un objectif très précis pour l'année à venir, de se dire, je fais le choix d'essayer peut-être de changer de mission ou de rester dans mon entreprise, mais d'adapter certaines choses. Et surtout de poser un plan d'action précis pour les semaines et les mois à venir. Quels sont les objectifs que vous allez fixer? Est-ce que vous allez fixer des objectifs à vos stagiaires? Alors, c'est eux qui se fixent l'objectif. Donc, c'est un stage que je co-anime moi avec Aline Mathieu, qui est gérante de l'hôtel Le Panoramique à La Rosière, là où va se dérouler le stage. Dans un superbe cadre. Tout à fait. Et on se positionne vraiment, nous, comme des guides de haute montagne. Donc, c'est la personne qui a un objectif et nous, notre métier, c'est de l'accompagner vers cet objectif avec des outils et puis des parcours les plus adaptés possibles. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt et puis en tout cas bravo pour ce que vous faites, c'est Merci. intéressant le bien-être au travail. Merci beaucoup. Merci. Allez, j'accueille Fanette pour le rappel du titre. Le timing est parfait. Attention. Oui, je Attention à toi. Dans ce journal, on parlera de la pollution dans la vallée de l'Arve avec une entreprise qui fait tout pour lutter justement contre cette pollution. Voilà, elle est souvent montrée du doigt, elle s'appelle SGL Carbone, c'est la grosse usine qui transforme le carbone en graphite, qui se trouve au fond de la vallée à Passy, et donc elle a fait beaucoup d'efforts et d'investissements financiers au cours de ces dernières années pour moins polluer. Les résultats montrent que c'est le cas, elle veut le faire savoir, et donc j'ai été y faire un tour ce matin. Et puis Jean-Paul Crespis est allé faire un tour à l'abbaye de Tamier. Voilà, changement d'ambiance. Il a été rencontrer les frères de la communauté Notre-Dame qui s'apprêtent à fêter Noël dans leur communauté. C'est une fête très importante pour les chrétiens. Ils vont aussi accueillir du monde à Tamier pour l'occasion. Donc c'est une petite mise en ambiance, en douceur avant Noël. Merci beaucoup Fanette. On se retrouve dans quelques minutes juste après la pub pour le journal de la rédaction. À tout de suite.